Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur 2ICP Radio. Ça y est, c'est le retour, c'est la rentrée, c'est le retour de temps additionnel avec tous nos chroniqueurs. Cette fois-ci, le programme est vraiment très chargé. Alors, on a de la bonne Ligue des Champions parce que ce soir, il y a un gros choc. Real Madrid, Paris Saint-Germain. On aura un peu de Ligue 1 aussi, un peu de tennis, un peu de rugby et un petit quiz. Là, voilà, vous voyez, on vous a gâté pour la rentrée. Et pour ce faire, écoutez, on a des petits chroniqueurs autour de la table. Mathieu Guillot, bonjour. Bonjour, très heureux de vous retrouver. On se vous voit maintenant. Comme tu veux. Hein. Ok, non, on va se tutoyer. On prend les bonnes manières. Ok, ça va? Parfait, et toi? Ça va très bien, les vacances. Content de reprendre? Oh oui, très très content. Lucas Baron est là aussi. Salut Thibaut, salut tout le monde. Ça va bien? Ça va et toi? Prêt? Ouais, ça va. On essaye. Hein. Ok, et enfin Maxime Lalo est avec nous. Salut Thibaut. Ça va? Très bien. Ouais, on est que 3 cette semaine. Hein. C'est comme ça, il y en a qui sont restés au lit, je crois. Allez, c'est parti, on va commencer le tour additionnel. Hein. Et vous le savez, ce soir, c'est The Choc. C'est le match que tout le monde attend. Bon, on l'attendait déjà il y a 2 semaines, c'était pas terrible. Le Paris Saint-Germain-Real Madrid, cette fois-ci, c'est le match retour. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Je crois qu'on a Laurent Blanc qui va nous dire quelque chose. Il me semble qu'il a évoqué ce match, forcément, en conférence de presse avant-match. On va l'écouter, il parle des chances du Paris Saint-Germain. On l'écoute, Laurent Blanc, l'entraîneur parisien. On a même l'intention, parce qu'on a de l'ambition, de venir imposer notre jeu là. Ici, c'est ambitieux, je le sais, je le reconnais. Est-ce qu'on va avoir les moyens techniques de le faire? Je pense qu'on a les moyens techniques. Est-ce qu'on va avoir les moyens physiques dans l'intensité justement? Je l'espère aussi, parce qu'il faudra avoir les deux. Un ne suffira pas. Alors, est-ce que comme Laurent Blanc, vous pensez que le Paris Saint-Germain a les moyens techniques de battre le Real Madrid à Madrid? Lucas? Je pense que Paris a ses chances, bien évidemment, puisque aujourd'hui, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Maintenant, c'est sûr que Paris ne sera pas favori lors de cette rencontre. Mais je pense que si on voit un bon Paris, un Paris plus entreprenant qu'il y a 2 semaines, je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Ouais. Vous êtes d'accord? Moi, ouais, je suis assez d'accord parce que quand on a vu au match aller que le Real n'était pas très entreprenant au Parc des Princes, qu'on a aussi la blessure de Gareth Bale et de Karim Benzema qui sont absents pour alimenter l'attaque. Moi, je peux me dire qu'il y a peut-être un coup à faire pour le PSG. Après, peut-être l'inexpérience, entre guillemets, de cette équipe qui n'a pas rencontré depuis très longtemps des gros... Enfin, le Real Madrid, par exemple, ils n'ont pas rencontré depuis très longtemps. Tu parles du Real ou de Paris, là? Non, je parle de Paris. L'expérience de Paris? Ça marche encore, là, même après 4 ans de quart de finale Moi, on l'a déjà vu l'année dernière que quand ils devaient jouer la première place contre le Barça, ça s'est mal passé. Donc, est-ce que ça va se reproduire cette année? J'en sais rien. Ils n'ont pas gagné 3-2 contre le Barça? Oui, mais ils n'ont pas fini premier. Ils ont perdu justement le match retour au Barça. Non, ce qui leur a coûté la première place. Je suis assez d'accord avec Mathieu. Je pense qu'il y a quand même une certaine inexpérience et peut-être une peur des très gros. Et puis même individuellement, un joueur comme Thiago Silva n'a jamais joué de demi-finale de Ligue des Champions. Ibra n'est jamais allé en finale. Je pense que, à part quelques-uns comme Mota, Di Maria, je pense que le reste, c'est assez juste niveau expérience. Je me permets quand même de dire que Paris a quand même joué plusieurs fois le Barça, il me semble. Ouais. Ça fait 4 fois déjà, je crois. Il y a eu Chelsea quand même l'année dernière. Petite expérience, moins que le Real, c'est sûr, mais je sais pas, Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que le PSG a ses chances. On l'a vu au match aller, ils ont essayé de faire armes égales avec le Real, même si le Real était diminué. Là, il faudra voir avec les retours de James et Modric s'il fait partie de l'équipe. James, c'est pas sûr qu'il James n'est pas sûr. James n'est pas sûr. Remplaçant normalement, je pense. Ouais, normalement, ce sera un milieu à 3, Casemiro, Modric, Kroos. Donc déjà Modric sur le retour, c'est important. Il est très important dans le milieu madrilène. Il faudra voir comment les Parisiens le contre au milieu, parce que je pense qu'avec Modric et Kroos, c'est vraiment deux éléments indispensables du Real de Madrid. Après, il y a devant, il y a toujours la question de Ronaldo seul, même s'il y a les Ressé, Lucas Vazquez, Isco. C'est pas Bale et Benzema, surtout qu'on connaît l'entente l'entente entre Benzema et Ronaldo. Tout à fait. Donc à voir, mais je pense qu'ils ont leur chance de faire quelque chose à Bernabéu. Et alors avec cette équipe plus ou moins diminuée du Real Madrid, donc on l'a dit, Benzema, Bale, je crois qu'il y a Arbeloa aussi qui est pas là. Bon, c'est pas le joueur essentiel Danilo prendra la place du Real Madrid, mais est-ce que du coup, surtout aussi. Ouais, effectivement, ça fait du monde. Du coup, est-ce que pour vous, un nouveau résultat nul, ça serait une contre-performance pour Paris, selon vous? Non. Ça dépend en fait. Je pense que si Paris arrive à marquer,
bien qu'avec un match nul, je pense que de toute façon, statistiquement parlant, un 1-1 avantagerait Paris au niveau du goal average. du goal average. Madrid est premier au goal average là. Ils ont un but d'avance. Mais c'est en la- Ligue des Champions, c'est Ah ouais. la différence particulière. Exact. Entre les ça, deux donc, équipes. Paris passerait devant. Non, un partout ou un 2-2 serait un très bon résultat pour Paris. Ouais. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, de toute façon, Monsieur, c'est toujours un bon résultat de faire un résultat nul à Bernabeu. On peut pas dire le contraire. Après, j'ai regardé aussi des petites statistiques entre Laurent Blanc et Rafa Benitez. Donc 2 hommes déjà qui sont déjà pas un peu contestés à leur place. Enfin, déjà au Paris Saint-Germain parce que tous les ans, il est là depuis 2 ans et demi maintenant. Depuis 2 ans et demi, on dit qu'il va partir, mais au final, Oui. il Et en rapporte. plus avec Mourinho, tout Ouais. ça, ils en Exactement. parlent de plus en plus. Rafa Benitez, pareil. Quand je regarde les chiffres en Ligue des Champions, on voit que quand même Benitez a une plus grosse expérience, mais que Laurent Blanc a un meilleur pourcentage de victoires que Benitez avec 59% contre 54%. Mais en même temps, oui, c'est vrai que Benitez a fait près de 100 matchs en Ligue des Champions Ouais, c'est entraînés, sûr. avec 50 victoires, 21 défaites. Donc on va voir si l'inexpérience marche aussi sur le terrain, mais aussi sur le banc. Maxime, d'accord, c'est Les deux c'est équipes. un duel d'entraîneurs aussi? Duel d'entraîneur, il faudra voir les choix de Laurent Blanc, de ne pas faire la même bêtise qu'à Chelsea en faisant rentrer un joueur défensif quand il mène au score. Je pense que j'ai peur de ça en fait. Si le PSG arrive à mener à Bernabeu, qu'il fasse rentrer des joueurs défensifs au lieu de tenir toujours le ballon, ça peut lui coûter cher, je pense. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un homme clé, peut-être du côté du Paris Saint-Germain? Peut-être Di Maria. Laurent Blanc en a parlé en conférence de presse, on va l'écouter. Je peux le dire, un réel débuteur à la rencontre demain. Je pense que ça va être une rencontre spéciale. J'en discutais avec une journaliste avant. Ça va être une rencontre spéciale pour lui parce que, comme vous le savez, il a passé beaucoup de temps ici à Madrid. Je pense qu'il a donné entièrement satisfaction. C'était un joueur apprécié et je pense qu'il appréciait aussi le club. J'espère pour Henrel, comme pour mon équipe d'ailleurs, de pas trop se mettre la pression parce que c'est pas la meilleure des préparations. Et je pense qu'il faut être prêt. Donc j'espère qu'il aura la concentration juste, l'attitude juste et surtout l'envie, oui, mais aussi la possibilité techniquement de nous apporter ce qu'il est capable de nous apporter. Di Maria, homme clé du match de ce soir. D'accord, pas d'accord? Lucas? Ça pourrait être l'une des clés. Maintenant, je pense que tous les joueurs seront importants. Il ne faut pas compter sur une individualité dans ce genre de match. Non, je pense pas. Je pense que s'il peut y avoir une clé pour le Paris Saint-Germain, au-delà de son collectif qui est son point fort avec les 3 au milieu, je pense que Ibrahimovic sera déterminant dans la mesure où il devra peser sur la défense. Il devra, je pense, par exemple, aspirer la défense centrale, peut-être pour créer des espaces à Cavani, à Di Maria. Donc je pense que voilà, son rôle sera important. Il le fait souvent, enfin, il a quand même Il a des aura numéro quelque 10. chose. Ouais. Enfin, Ouais, mais on lui demande plus que ça maintenant, c'est plus seulement une question de, je sais pas, de charisme ou de faire peur enfin, c'est juste. Non, une question de décisif. quoi. Ouais, voilà, c'est surtout ça, parce qu'au bout d'un moment ça va. mais au mais- match aller, par exemple, on l'a très peu vu. Il était un petit peu, voilà, il se plaçait un petit peu Inhibé un peu. Peut-être par l'événement. Peut-être, ouais. Parce je sais pas s'il était plus habitué à ça, mais en quelque sorte, jouer numéro 9, ça lui plaît plus. Et en plus, si Cavani est sur le côté gauche, je sais pas si ça va un peu déstabiliser la défense madrilène. Moi, je suis pas sûr, puisque Marcelo va pouvoir revenir sur le côté défendre dans l'axe. Donc, est-ce que Ibra va laisser un peu sa place à Cavani pendant le match? Je suis pas sûr. Non, je pense pas, parce que Lucas, ce qu'on a vu à Saint-Etienne, c'est que, contre Saint-Etienne au Parc, il y a 2 semaines, je crois, c'est que, à mon avis, Laurent Blanc lui a donné des consignes de jouer plus en profondeur. On l'a vu un petit peu plus présent en neuf et moins redescendre. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer ce soir. On verra moins Ibra décrocher. Mais de ce fait, je pense que Cavani restera quand même beaucoup sur sa gauche et peut-être repiquera moins qu'à l'habitude. Maxime, Surtout quelque chose qu'on à a vu rajouter à l'aller au match, au match au Parc des Princes, on a vu un Marcelo très offensif
avec des espaces dans son dos intéressants. Donc, si Di Maria ou Cavani, s'ils intervertissent leur position, il peut y avoir des espaces intéressants pour le Paris Saint-Germain, surtout avec la vitesse de Di Maria. Et après, se retrouver en 3 contre 3 avec Cavani, Ibra. Donc, je pense que c'est ce côté-là, le côté gauche du Real Madrid qui peut être intéressant. Si Marcelo joue comme... Il faut faire par contre attention en défense avec sûrement Van der Vel qui jouera à droite. Normalement, ça devrait être Aurier. Ça devrait être Aurier avec David Luiz en défense centrale. Ouais, normalement, il devrait effectuer son retour, donc je pense qu'Aurier sera aligné. Aurier, c'est plus costaud que Van der Vel, déjà, c'est un bon point. Il faudra qu'Aurier fasse très attention à ce Marcelo qui a été quand même très offensif et très dangereux au match aller il y a 2 semaines. Au parc. Bon, vous le savez, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui joue mardi. Mercredi, il y a l'Olympique Lyonnais, l'autre club français engagé en Ligue des Champions. Ils jouent donc contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Ils accueillent les Russes. Est-ce que vous pensez que Lyon a encore une chance ou bien voudrait mieux se contenter peut-être, je sais pas, de l'Europa League? Et après, j'aurais une deuxième question. Commencez déjà par répondre à celle-là. Est-ce que Lyon a encore une chance ou est-ce qu'ils doivent se contenter de jouer, je sais pas, la 3e place par exemple? Sachant que le Zénith a 9 points et Lyon en a 1 après 3 journées. Mathieu. C'est jamais impossible en Ligue des Champions. On l'a déjà vu en 2012, si ma mémoire est bonne, quand Lyon jouait sa place contre Zagreb. Le fameux match qui est toujours un peu suspect, on va dire. Hein. Mais là, on parlait d'inexpérience, par exemple, avec le Paris Saint-Germain. Je pense que Lyon peut en avoir un petit peu plus dans ces cas-là, dans la mesure où ils ont toujours été un peu à l'arrache ces dernières années pour se qualifier pour les 8e. Moi, je pense que vu l'état du groupe, qui est assez homogène, je pense qu'il y a un petit peu de place quand même pour Lyon pour revenir. Déjà, il va falloir gagner tous ces matchs, clairement. Il va falloir faire déjà un gros résultat demain. Mercredi, et surtout à Valence. S'ils gagnent, évidemment. Mais alors après, oui, c'est vrai que se concentrer sur la 3e place, je pense pas, parce que même si Lyon est peut-être la seule équipe en France à jouer vraiment l'Europa League, ce serait un peu décevant. Surtout quand Aulas répétait jour et nuit qu'il fallait absolument avoir son 8e de finale pour le nouveau stade. Ce serait quand même décevant pour les Guns de ne pas pouvoir avoir la chance de disputer le 8e en Ligue des Champions. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est si jamais Lyon va en C3, va en Europa League, est-ce qu'ils auraient le niveau déjà selon vous, bien sûr, Lucas? Lyon a le niveau Europa League? Oui, ils ont le niveau. On voit des équipes, je pense, qui sont bien plus faibles potentiellement que Lyon. Donc, je pense qu'ils ont clairement le niveau et je pense même qu'ils peuvent aller, pourquoi pas, assez loin dans cette compétition. Oui. En Europa League? Oui, je pense, oui. Bon, attends, quand on voit Karabakh, tout ça, qui sont en phase de groupe, quand même, Lyon a la place pour aller en 16e. Enfin, c'est légitime, ils seront chapeau 1, je pense. Enfin, ils seront tête de série s'ils font 16e de finale. Faut me rafraîchir la mémoire. Qui a battu Marseille 1-0 déjà là? 3-2, Braga? Non, pas Braga. Liberec. Tout le monde peut battre tout le monde là-dedans. En Ligue Europa, il y a beaucoup de matchs pièges aussi. Il faut se déplacer en Slovénie, en Hongrie, Kazakhstan. Déjà, le voyage, il fatigue beaucoup les troupes. Et après, jouer sur des terrains comme ça, on n'a pas l'habitude de jouer, avec le temps aussi qui compte, c'est très compliqué. Sauf quand tu perds 15 degrés, quand tu vas, même en C1, quand tu vas au Zénith, là, et que tu mets les manches longues à 0 degré, alors que quand tu es chez toi, il fait 20. Ça peut déstabiliser, c'est sûr. Ouais, ça change. Mais après, tout dépend de qui ils vont tirer. En 16e, ils peuvent très bien tirer aussi une grosse équipe et avoir un match Ligue des Champions en C3. Voilà, on est en éventualité. C'est vraiment les 3e. On n'en est pas là encore. Est-ce que tu penses, Maxime, que si Lyon ne gagne pas demain, c'est plié? S'ils ne gagnent pas demain, c'est plié. Il faudra qu'ils se concentrent sur la 3e place. Et même avec une victoire, j'ai bien peur. Tout dépend après du résultat de Valence face à la Gantoise dans le même temps. Mais si Valence gagne, il monte à 9 points. Donc il y aurait Zénith et Valence à 9 points. Lyon a seulement 4 points. Et ensuite, il y a le match, la finale en gros de ce groupe, du moins la finale pour Lyon contre Valence. Donc non, moi j'y crois pas trop. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils se concentrent sur cette 3e place avec le duel à distance avec la Gantoise. Je pense que la 3e place est inévitable pour Lyon. Même s'ils font un bon résultat contre le Zénith, Valence devrait l'emporter en tout cas contre la Gantoise. Donc je pense que la 3e place leur est destinée, à moins qu'un naufrage. Il faut éviter le faux pas face à la Gantoise qui vont être remontés. Bien sûr. On parle, mais pour l'instant Lyon est dernier.
On dit que la 3ème place leur est promise, Lucas tu dis ça, mais pour l'instant ils sont condamnés à finir dernier. Pour l'instant, Enfin, c'est la ils bonne sont, dernière ils sont place, vraiment loin là. Enfin, on est chauvin en fait, on espère que Lyon va faire 3ème, enfin Non, déjà mais minimum 3ème. On et sait au très mieux- bien que sur le papier, Lyon est quand même supérieur à la Gantoise. Bah, moi quand je vois la pense que Gantoise qui fait un très bon match à Valence, moi je peux vous dire que la Gantoise a plus de chances de finir 2ème que Lyon. Hein. 3e. Non, 2ème. T'as 2e. Ah bah carrément. Ouais. Non, je pense que c'est terminé pour les 2 premières places. Mais Ah, Lyon, c'est On- terminé on- pour les 2 premières places. Oui, pour la Lyon, Gantoise ouais, qui est je devant, pense, mais ouais. pas pour Lyon qui est dernier. non, pour les deux c'est terminé. Ouais, mais c'est que la Gantoise et Lyon ont un ont point, un point, donc, donc de toute façon, ouais. ils sont un peu dans la même situation. Ouais. À part que la Gantoise reçoit Valence. on prend les paris, Mathieu. Le Lyon finira 3ème et la Gantoise dernier. D'accord, petit pari. Pari autour de la table. Lyon, quelle place? Ouais, Lyon 3ème. 3ème. Bon bah alors Lucas. c'est pas Moi marrant, j'étais en train de défendre la Gantoise qui pourrait finir 3ème. C'est une possibilité. Après, moi je dis pas que j'y pense. Moi je dis que c'est juste une possibilité. Juste rappeler que la Gantoise a quand même des possibilités de finir 3ème ou voire 2ème. Mais vous vous accordez. S'ils font les matchs de l'histoire de leur club et que ce serait une énorme surprise. On l'a Ok. déjà vu avec la Paul Nicosie, tout ça, hein, tout est possible, hein, on sait jamais. Tout à fait. Donc tout le on monde va être s'accorde autour de patriote, la... on va dire 2ème même. À 2e. Ouais, Très bien. 2e. Donc on a 2 3e et un 2e. Très bien. Bah, ce sont sur ces belles paroles positives, optimistes, que nous allons fermer le sujet Ligue des Champions. On va passer un petit peu à la Ligue 1. Et il y avait la 12e journée de championnat qui s'est jouée ce week-end, avec pour une fois tous les gros qui ont gagné. Les gros, j'entends Paris, Monaco, Marseille et Lyon. Alors malgré tout, bon, je pense que je connais un peu votre réponse, mais est-ce que c'est déjà trop tard? Le réveil des poursuivants, je parle par rapport au Paris Saint-Germain, je pense à Lyon notamment, 10 points de retard déjà sur Paris. Est-ce que le réveil est déjà trop tardif? C'est jamais trop tard. Ah oui? Mathieu, tu penses que c'est jamais trop tard? Non, je me rappelle pas exactement du parcours de Lyon l'année dernière, mais ils n'étaient pas à podium dès le début. Et pourtant, ils ont cassé un peu les pieds au PSG jusqu'à la 32e journée à peu près. C'est jamais fini, franchement. Déjà on a quand même des belles surprises qui continuent leur route, mine de rien. Angers, Caen. Angers ont perdu contre Monaco, mais Caen aussi a perdu. Caen a perdu aussi, mais il reste quand même. C'est ceux qui sont les plus proches, déjà. Saint-Etienne, par exemple. Ouais, Saint-Etienne qui est pas assez solide, qui est pas très belle à jouer, mais à avoir joué, mais qui gagne 1-0, 2-0, enfin voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin. Après, peut-être pour Marseille, tout ça, ça paraît assez compliqué pour accrocher. Déjà une place sur le podium, ça va être très compliqué. Il va falloir faire un très très beau championnat à partir de maintenant. On peut aussi parler de Bordeaux qui, quand même, là, ça devient assez catastrophique. Bordeaux, Lille, même panier, c'est ça? Même panier pour Lille, je sais pas, parce qu'ils ont quand même peut-être un meilleur effectif que Bordeaux. Ouais, Je trouve. Ils ont peut-être un Maxime. meilleur effectif, mais le jeu produit par les Lillois est vraiment. C'est le néant. C'est le néant. Il n'y a rien. Il n'y a pas de jeu. Et... C'est horrible. Ah, c'est horrible à regarder. Vaut mieux zapper. Bah là, en ce moment, en Ligue 1, c'est quand même très moche en ce moment. C'est vrai. Ah, on peut dire que là, on touche le fond, là. là, on peut en parler. Je pense que vraiment, on atteint un niveau technique qui a une calamité. Enfin, c'est. Non, mais attends, c'est on a un sujet sur Rennes, donc pour les calamités, ça va. Oh, mais arriver. là, ça commence. Ça arrive après, t'inquiète pas. Mais on va en parler tout à l'heure. Tu as évoqué Marseille. Marseille a gagné. Deux Voilà. matchs d'affilée en Ligue 1. Non, c'est Incroyable. pas mal. C'est la première fois depuis le début de la saison. Je sais pas, Lucas, est-ce que tu penses que ça y est, Marseille est lancé ou pas? Je pense que ça peut leur donner un peu de confiance, un peu de confiance aussi à son entraîneur Michel, voilà, qui enchaîne ces deux victoires d'affilée. Maintenant, quand on se penche sur les prestations, ça reste quand même un peu juste. Ils ont encore pas montré grand chose ce week-end, donc je pense qu'on va attendre un petit peu avant de Avant de s'enflammer. Ouais, je pense. Parce que là, jeudi, il y a Braga. Ils vont jouer Braga, le match retour. Et À la maison, ouais. Et Nice, ouais. Et Nice, ouais. Les deux matchs à domicile. Et Nice sans Lassana Diarra, sans Nkoulou et sans... Il y en a un qui m'échappe, mais ils seront diminués en tout cas. Donc, Ça sent la rechute ou pas? Non, Non, parce ça y est, que. pour toi, Mathieu, Marseille s'est lancé, ça y est. Oui, Marseille, ça reste assez solide. Après, contre Nantes, ils ont fait quoi? Ils ont fait 2 frappes. Pas mal. Deux frappes dangereuses. Ouais. Nice, ça commence un peu à descendre de son nuage, on va dire. Même si Ben Arfa transporte tout le monde, un peu comme Ntep à Rennes,
quand on en parlera. Si Ben Arfa venait à se blesser malheureusement ou venait à avoir une baisse de régime, ça va être compliqué pour Nice. Je pense quand même que Nice a quand même, au-delà de Ben Arfa, un effectif de qualité. Au milieu, bon, en défense, c'est vrai que c'est juste Puel fait un peu fait un peu ce qu'il peut, mais du bricolage. Voilà, mais au milieu, je trouve qu'ils ont un certain potentiel avec le petit Cosiello, Mendy. Donc non, je pense que Nice sera quand même là durant toute la saison. Oui. C'est très jeune quand même. Enfin, moi je trouve. Ouais, c'est personnellement l'une des équipes les plus jeunes de Ligue 1, voire la plus jeune. Ouais, je crois que C'est la plus jeune équipe de Ligue 1. Même s'il y a Paul Bass en défense. Moi je trouve un très bon défenseur, un peu vieux maintenant, mais après, qui est assez solide. Lyon a un effectif très jeune et a réussi à accrocher Paris la saison dernière. Bien donc sûr. Pourquoi pas. Bien sûr. Très bien. Bon, pour rester dans les équipes un peu moyennes, on va parler un petit peu du Stade Rennais. Parce que quand même, il faut en parler, ils ont pu gagner depuis la 5e journée. Ouais. Rennes a perdu ce week-end contre le Paris Saint-Germain. Non, c'était vendredi soir, il me semble. Ouais. Vendredi soir, 1-0. Philippe Montagnier, l'entraîneur rennais, s'est exprimé à ce sujet. On va l'écouter tout de suite, c'est assez intéressant d'écouter ça. On souhaitait forcément, comme toute équipe qui la rencontre, faire un coup ce soir. Mais Paris a été supérieur un peu dans tous les domaines. Si on a été vaillant, courageux et où on a donné beaucoup, on voit qu'il y a une différence entre les deux équipes. Non, le sentiment, c'est d'avoir, comme c'était un peu prévu, beaucoup couru, fait beaucoup d'efforts pour la récupérer, pour essayer de se projeter vers l'avant, mais on a manqué aussi de qualité technique pour aller au bout de nos idées. Et puis je pense qu'aussi contre Paris, c'est pas facile de jouer non plus. Bon, petite défaite 1-0, c'est difficile de jouer contre Paris. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Qu'est-ce qu'on se fait chier, oui, donc c'est drôlement violent. Lucas, tu veux dire quelque chose? Ouais, je pense que Montagnier se fout clairement de la gueule des supporters. Tu peux le dire, tu peux le dire. Je pense qu'il faut le dire. Quand il dit qu'il a essayé de tenter un coup, essayer de jouer, je pense que, je sais pas, peut-être qu'il n'a pas vu le match, mais voilà. Et en première mi-temps, par exemple, il y a 11 Rennais ou 10 Rennais dans leur moitié de terrain. Bon, voilà, je pense que c'est clairement pas la solution pour prendre des points face au Paris Saint-Germain. Les deux seules équipes qui ont réussi à prendre des points à Paris cette année, c'est Bordeaux et Reims. Deux équipes qui ont essayé de jouer. Rennes n'a pas joué. Je pense qu'il y a une certaine qualité. Il peut y avoir une qualité enfouie, mais je pense qu'il peut y avoir de la qualité à Rennes. Ah, mais voilà, je pense que Montagnier a fait son temps. Son triste temps, oui. Ah, ça y est. Ah, ouais, là, alors, Montagnier, est-ce que c'est encore l'homme de la situation ou pas? Je crois que je vais laisser parler l'expert rennais, Mathieu. L'expert, j'en sais rien, mais je suis de très près le Stade Rennais. Et, déjà, j'ai regardé le ratio de Montagnier depuis qu'il est là. Donc, c'est très stable. 36 victoires, 31 défaites, 36 victoires, 31 nuls, 36 défaites. Alors, c'est équilibré. Voilà, c'est une équipe ventre mou Ligue 1. Bien mou. Voilà. Comment tu peux dire ça? Non, mais du coup, Montagnier, Oui, il a fait son temps. Déjà, je sais pas si vous avez regardé hier le très bon Julien Cazard dans J+1, qui parlait vite fait de Montagnier pendant un petit entretien. Il dit dans un premier temps qu'il était venu pour faire un coup au PSG. Le journaliste parle, il lui repose une autre question et il redit 10 secondes plus tard, non, en fait on était venu pour faire le match nul. Alors le mec, un match nul, c'est un coup. Faire 0-0, c'est un coup chez soi, ne pas produire de jeu, avoir 30% de possession. C'est Paris en face, hein. Non, mais c'est pas rien, mais déjà c'est un pari extrêmement diminué déjà. Qui se préparait pour le Real. Qui se préparait pour le Real, c'était peut-être un des matchs les plus abordables pour Rennes. Enfin, pour jouer le PSG, c'était un des matchs les plus abordables. Moi, j'en peux plus. De Montagnier. Un match nul de Rennes contre Paris, ça aurait quand même été une bonne performance, non? On est d'accord? C'est un peu un coup quand même. Je suis peut-être un peu chauvin, mais franchement, avec l'effectif qu'avait Rennes, il y avait des absents à Rennes quand même. Il y avait des absents, mais qualité. Tu peux pas mettre 4 latéraux défensifs dans un 11 de départ. Enfin, c'est impossible. Tu peux pas dire je vais faire un coup en
en mettant Zéphane, en mettant Diagne à droite. Enfin, Diagne, c'est la plus grosse blague de la Ligue 1, je pense. Parce que le mec, il a la danse de Sako et la qualité de passe de Ali Hamada. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter 2 secondes. Un très grand joueur. Falou Diagne, c'est un très bon joueur de Détroit, on peut le dire. Il rendra des services à Amiens, à Strasbourg, tout ça. Il va rendre des bons services. Non, mais il va pas. Concernant le possible licenciement de Montagnier, c'est pas fait. D'après ce que j'ai vu, de ce que je sais avec les mecs, quelques personnes qui connaissent la présidence de Rennes, René Ruello est en bon contact avec René Girard. C'est le numéro 1 en tout cas sur la liste. Okay. Alors pour produire du jeu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Girard ? Ouais. Je sais pas, on va donner la parole à Maxime. René Girard pour remplacer Non, Filou. René Girard, sa marque de fabrique, c'est lancer des jeunes. Donc après, jeu ou pas, faut voir avec ce qu'il a, mais je trouve qu'il y a quand même du potentiel à Rennes quand tu vois un Quintero ou après le retour de Gourcuff. Ntep, son retour aussi. T'as des Giovannicio, Grosicki, il y a quand même du potentiel. Donc c'est sûr, quand tu vois Montagnier mettre Zéphane, milieu droit, ou des Steven Moreira replacés un peu plus offensifs, c'est vrai que c'est un peu triste à voir. Donc non, faut voir ce que ça va donner avec si jamais René Girard est nommé à la tête du Stade Rennais. Mais bon, ça pourrait changer les choses. Ça peut changer les choses et peut-être un électrochoc. Petit déclic. Ouais. Petit déclic. Bah écoutez, je suis pas mécontent d'avoir parlé du Stade Rennais avec vous, mais du coup on va faire la transition maintenant. On va parler un petit peu tennis. On va changer de sport. Allez, c'est parti. Et on a une petite chronique. C'est notre ami Mathieu Guillot qui va nous faire une petite chronique sur notre ami Rafael Nadal. Alors il revient plutôt pas mal en cette fin de saison. Bon, on le sait, il a fait un début de saison catastrophique, on peut le dire. Très peu de titres, aucun grand chelem cette année. Élimination en quart de finale à Roland-Garros. Et puis là, depuis 2 mois, 1 mois et demi, il y a une finale à Pékin contre Djokovic, perdu. Une demi à Shanghai, perdue contre Tsonga. Oui, ça arrive de perdre contre Tsonga. Et dimanche dernier, il y a une finale perdue à Bâle contre Roger Federer. Alors la question que je te pose, Mathieu, c'est Nadal. Est-ce qu'il est sur la bonne voie ? Et est-ce qu'on assistera à la résurrection de l'Espagnol pour la saison 2016 ? Moi, je vais te dire non. Je vais te dire non pour plusieurs raisons. Parce que, Allez, alors, je vais te dire les points positifs. Points positifs, depuis l'US Open, 11 victoires, dont une face à Raonic, face à Wawrinka, une demi-finale, 2 finales, depuis l'US Open. Il n'était plus dans le top 6 mondial depuis mai dernier. Donc on peut dire déjà qu'il remonte dans la hiérarchie, qu'il va être là au Masters de Londres. Ça peut être un objectif pour lui. Il est top 6 là ? Il est top 6 là. Il vient de remonter top 6. Ok, parce que je crois qu'il est tête de série 7, non, à Bercy, non ? Ou je me trompe peut-être ? Bon, moi j'ai regardé il sera au Master en tout cas. Il va être au Masters. Après, dans les points négatifs, je vais te dire qu'il n'a pas réalisé une plus belle saison qu'en 2014, puisqu'il est à 18 défaites cette année, contre 11 l'année dernière. Alors ok, il était un peu blessé, il jouait moins, mais je pense qu'en qualité de jeu, c'était équivalent, on peut le dire. Parce que là, pour les points très négatifs, quand on revient à Bâle, il y a une semaine, si on se souvient bien, au premier tour, contre Lucas Rosol, 69e mondial, il devait prendre la porte. Ah oui ? Il perd 6-1 premier set, il sauve des balles de match, je pense, dans le deuxième, et il gagne finalement 1-6, 7-5, 7-6, 7-4 au tie-break. Donc, un peu à l'arrache. Un peu à l'arrache. Donc en fait, s'il avait perdu le premier tour à Bâle, on n'aurait pas pensé qu'il revenait en forme. Clairement, on peut dire qu'il restait dans son niveau actuel. Ça veut pas dire grand-chose. Enfin, je me souviens que l'année dernière, au Master 1000 de Shanghai, au premier tour, il y avait Federer qui avait concédé, je crois, 3 balles de match contre Leonardo Maia, je crois. Oui, il avait gagné finalement. Et il avait gagné finalement. Enfin, des fois, ça aide de passer près de la porte pour ensuite rebondir. C'est vrai que le tennis donne la possibilité de revenir au dernier moment. Ouais. C'est vrai, mais franchement, vu les matchs qu'il produit depuis l'US Open, c'est mieux. On peut le dire quand même. Malgré, il a quand même été éliminé. À Pékin, contre Djokovic, qui fait un très très bon match. Il perd 6-2, 6-2, mais alors le score reflète pas la partie. Ouais. Contre Tsonga, c'est un peu plus une surprise. C'était un peu quand il prend le deuxième set 6-0, il y a clairement une baisse de régime. Il a dû se dire que ça allait être un peu plus facile au troisième set. Au final, il perd 7-5. Et Roger reste Roger à Bâle, inhibé par le public.
Alors, c'est pas des mauvais résultats, mais en fait, juste avant, à Shanghai, quand il a battu Wawrinka, ça faisait quand même depuis 2014 à Roland-Garros qu'il n'avait pas battu un top 5. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc, c'est un regain de forme, oui. Alors, est-ce que c'est le retour du grand Nadal? Non. Mais c'est encourageant. C'est encourageant. À Bercy, en plus, un beau tournoi d'exhibition, on peut dire quand même. Ah, pourquoi? Bah, j'ai entendu dire que Djokovic jouait pas hier parce qu'il avait pas envie. Tout simplement. Parfait. Parce qu'il avait regardé la finale de Bâle, Nadal-Federer, et qu'il avait pas très envie, il était pas entraîné, donc il préférait jouer aujourd'hui, tu vois, tranquillement, Ok, ouais. en night session, donc c'est bien. Ça l'empêchera pas d'aller. Non, de toute façon, d'aller loin, de Guy toute façon, Forget, le directeur du tournoi, ne peut pas dire à Djokovic non, tu vas jouer lundi soir, t'as pas le choix. Enfin, il y a toutes les stars cette année à BNP Paribas Masters, c'est un miracle. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On va voir ce que ça va donner ce petit tournoi qui va un peu entraîner pour le Masters de Londres. Peut-être qu'autour de la table vous avez des avis de tennis, je sais pas trop. Est-ce que, je sais pas, vous voyez un Français à l'Open de Bercy là faire un coup, j'en sais rien. Ils y sont tous. Hein. Il y a les Tsonga, il y a les Simon, il y a les Monfils. Bah, Monfils a perdu. Ah, déjà? Bah oui, contre Benoît Paire. J'ai pas regardé les résultats sportifs. Il gagnait 6-2, 4-0, mon fils, et il a perdu. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bah, il y a Benoît Paire alors. Il y a Benoît. Moi, j'adore Benoît Paire. Ouais, de toute façon, aussi, on l'aime bien, c'est mon joueur préféré. C'est ton chouchou? Ouais. C'est le joueur le plus technique, je peux le dire. Devant Richie? Oh oui. Devant Richard, devant Tsonga. C'est le mec qui peut faire qui a le plus de qualité, je pense. Mais avec son mental, avec ses baisses de régime, son inconstance terrible. Ça va mieux quand même, hein. Cette année il a quand même fait une bonne saison. Ouais, bah quand même, il perd 6-2, 4-0, il casse pas de raquette, il gagne le match, hein. c'est très encourageant pour lui par exemple. C'est pas mal. Ouais. Même si à Wimbledon il a pas pété une chaise ou... Si, bon, une petite chaise par-ci par-là, c'est rien. C'est rien pour Benoît Paire, c'est Benoît Paire, on peut le dire. Très bien. Donc pas de français, enfin je veux dire sinon... Bon, vous y croyez pas trop quoi. Bon, sceptique. Sceptique. Alors, ce sera le maître mot. On l'est tous avec le tennis français. On est très sceptique aussi avec le rugby français. Mais alors là, on est vraiment loin. Enfin, là, je veux dire, c'est vraiment compliqué. Et on va parler, justement, on va parler un petit peu de rugby parce qu'on a une petite chronique. Hein, Maxime Lalo. Là, justement, ça fait. La Coupe du Monde s'est terminée samedi, si j'ai pas de bêtises, Oui. sur le sacre de la Nouvelle-Zélande, Exactement. victorieuse contre l'Australie. Alors, après un mois et demi de compétition, quel bilan on peut tirer de cette petite Coupe du Monde, ce petit mondial, Maxime? Ce qu'on peut tirer déjà dès le début, c'est que ça a été l'une des plus belles, voire la plus belle Coupe du Monde de rugby. Ah ouais. En termes de jeu, de surprise, de révélation, on a vraiment droit à tout, même de déception, avec la France et l'Angleterre. On a eu quelques déceptions. La France et l'Angleterre, mais j'y reviendrai plus tard. Ouais. Tout d'abord, les plus, c'est le troisième sacre de la Nouvelle-Zélande. Donc, équipe ultime, on peut dire. C'est bon. Ils nous ont offert des très très beaux matchs. Hein. Elle est entrée dans l'histoire. Ça aurait pu être l'Australie, mais au vu de la finale, la Nouvelle-Zélande a vraiment mérité sa victoire. Il y a eu un vrai rapprochement pendant un moment. Il y avait 21-17, je crois, quelque chose comme ça. Oui, mais là, c'est là où on voit la différence, hein, où on voit les grands joueurs avec un Dan Carter ce drop-là, qui tape un drop qui venu de l'espace. Qui permet à la Nouvelle-Zélande de remporter la partie quasiment. Donc déjà, quand tu as ça dans ton équipe, ça t'aide beaucoup. Ça peut aider, ouais. Ensuite, non, en termes de jeu, toutes les équipes ont produit un jeu quand même très intéressant. Non. C'était... Pas hormis la France. Non, hormis la France. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire hormis la France. En quart de finale, hormis la France qui... tout le monde a produit du jeu sauf... on a été bon pendant 20 minutes. Même dans les poules. 20-30 minutes. Je parle même dans les poules, c'est-à-dire les équipes, le Japon qui était l'une des révélations. Le Namibie qui n'a pas été si ridicule que ça contre la Nouvelle-Zélande, qui a marqué un essai. Nous aussi on a mis un essai contre la Nouvelle-Zélande. Bref. On en a pris 9, d'accord. Bref. On en a mis un. Oui, le Japon qui était la révélation à l'image de son match contre l'Afrique du Sud, où ils sont à 3 points des Springboks et qui ont la possibilité de taper une pénalité et qui préfèrent la jouer à la main et qui marquent un essai. C'est quand même beau, parce qu'ils auraient pu repartir avec un match nul et finalement ils ont préféré tenter la victoire. Donc très fort. je sais pas si nous Français on aurait essayé de trouver l'essai face à des Springboks, mais je ne le pense pas. De toute façon, on n'aurait pas eu la capacité de le faire. D'y aller déjà, ouais, c'est ça. Non, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'Argentine, qui a produit un jeu... Première demi-finale de l'histoire pour les demi-finale, Argentins. Qui annonce de belles choses pour 2019 avec la Coupe du Monde au Japon. Donc les Japonais vont avoir à cœur de reproduire leurs prestations de cette Coupe du Monde. Que dire d'autre qu'ils ont eu le meilleur marqueur de cette Coupe du Monde, les Argentins, avec Nicolas Sanchez,
qui a été quand même une révélation, qui est Ouais. pourtant sur le banc, si je ne dis pas de bêtises, à Bordeaux-Bègles. Donc c'est étrange de voir ça, un joueur de ce calibre-là qui arrive à porter son équipe en Coupe du Monde, qui est remplaçant en top 14. Donc là, il faudra voir avec... Ouais, ça, on voit ça ça en arrive foot aussi, souvent, hein, voilà, des c'est ce joueurs que qui j'allais font des dire. bonnes Coupes du Monde. Ochoa, il est où en ce moment-là? Ouais, il a Malaga, il est bien. Tout se passe bien pour lui? Remplaçant, Ouais, toujours. Franchement, Voilà, il ah, est on a bien en retrouvé Lucas. tribune. Hein. Ouais, ça se passe bien pour lui? Ouais, super. Il Bon. s'amuse bien. Non, mais pour dire que Il c'est... sert bien le banc. Il n'y a pas qu'en rugby qu'il y a des incohérences comme ça ou des choses. Oui, Bah, ça va oui, très oui. vite changer en plus de toute façon, résultat. Hein. Ouais. Je pense qu'il va avoir sa place dans le 15, hein, c'est sûr et certain. Ouais, À ouais, Bordeaux. il aura sa place Ouais. maintenant, enfin, j'espère. Ensuite, que dire d'autre, c'était la Coupe du Monde la plus suivie, du moins, enfin, qui a été la plus attractive de l'histoire. Ok. 2,4 millions de personnes se rendues au stade, contre 2,2 millions en 2007 avec le mondial en France. Ouais. Donc là aussi, on voit que l'Angleterre a Peut-être attiré une beaucoup différence peut-être de culture aussi. Enfin, De Parce que passion. c'était ouais. le pays du rugby Voilà, qui c'est ça aussi, peut-être, hein, ça peut- qui accueillait la Coupe du Et Monde. puis des stades, peut-être des enceintes plus grandes aussi. Plus attractif, ouais, Plus- peut-être, je sais plus pas. capacité. Ouais, c'est vrai que Non, c'est vrai. Twickenham, ça fait peut-être plus rêver que le stade de France, peut-être. Pour Je le sais pas. rugby, Moi, oui, ça bien sûr. fait un peu plus rêver, mais. Bah, surtout Bah, de qu'ils toute façon, ont- tout de suite, Twickenham, on pense au rugby. Ah, tout de alors suite, que le Stade ouais. de France, on pense, On oui, pense c'est à sport, Johnny ouais, c'est Hallyday. plus- Ouais, ouais. déjà. Rien à voir. La chronique musicale de Thibaut Rabeau. Et bah, après, les déçus, On va. Ouais. la France, l'Angleterre, on peut dire vite fait un mot sur cette catastrophe. L'Angleterre, premier pays organisateur éliminé Dès les phases dès de les phases de poule, poule. ouais. Donc là, C'est bien, ils ont fait pire que nous. ouais. Non, ils sont pas fait pire que nous. Non, c'est vrai, ils ont pas fait. Enfin, Leur sur le groupe- papier. Enfin, je veux dire, Sur le papier, d'un on point aurait de été vue dans le même comptable, groupe. Oui, on serait, oui, effectivement. On serait dernier. On serait pas dernier, Ouais. mais. J'en sais rien, Serait mais- pas- on serait dans leur troisième, groupe, peut-être. on serait pas sorti des poules. déjà, Non, ça c'est sûr. Voilà. Et bah, la France, que dire. Bah si, point positif, Saint-André c'est terminé au moins. Oui, tu vois. c'est ça, voilà. Oui. C'était terminé. Oui, avant c'était la- terminé, C'était c'était d'avance, plié, ouais. c'était prévu. Non, Philippe Saint-André qui a demandé 2 ou 3 mois de préparation pour avoir une cohésion, enfin pour construire une équipe solide avec une cohésion. Et finalement, il n'y a rien eu. On a bien vu les joueurs, à part Picamol qui a peut-être Qui est sorti du lot. Ouais, sorti un du petit lot. Les autres, même Thierry Dussautoir, le capitaine qui est d'habitude exemplaire. Il Ont est passé, été, il est passé à côté. C'était pas le pire, mais c'était pas le mieux. Ouais. C'est- C'est oui, vrai. voilà. Allez, juste une petite question avant de passer au quiz foot. Philippe Saint-André, c'est le Raymond Domenech du rugby ou pas? Oh bah non. Non. Bah non. Bah, Ah Raymond, non, Raymond nous Domenech a emmenés en fait- finale. a hein. fait une finale de Coupe du Monde, faut Enfin, pas l'oublier. hein. Oui, enfin, Ouais, oui, ouais, je suis mais- d'accord. Enfin, il est Ouais. wanted dans toute la France, lui. Hein. Il peut Ouais. plus sortir de chez lui, hein, Raymond. si, je vais sortir de chez lui facilement. Mais non. Bah, certes, Domenech n'a rien fait en 2006 pour transporter l'équipe de France en finale. Je pense que c'est plus les cadres sur le terrain qui ont fait cet exploit. Mais de là à les comparer, je pense pas. Je pense que Saint-André c'est pire. Enfin, Saint-André est encore pire que Raymond. bah, c'est lui qui a le pire ratio de victoire depuis une éternité. Je sais plus la date exacte, mais Ouais, non, mais on n'a c'est- jamais vu ça. Enfin, C'est une catastrophe, effectivement. plus de Surtout, défaites que de victoires quand Surtout même. qu'on a accepté tous ses caprices, comme je disais, les 2 mois de préparation et Ouais. tout, il avait vraiment tous les choix possibles et c'était... Mauvaise Triste. préparation. Enfin, Catastrophique. catastrophique. Bon, ça, on a fait le tour là. Je pense que Philippe, on va le laisser tranquille. Allez, on va passer au foot. On va revenir au foot avec un bon petit quiz. Ça va pas être simple. Oh, allez, on passe au quiz. Je vous en ai préparé un vraiment sympa. Bon, c'est d'actualité. Hein, c'est par rapport au Real Madrid, Paris Saint-Germain. Donc c'est bien. On va retrouver Lucas qu'on avait un petit peu perdu sur le Ouais, sujet avec tennis plaisir, et, ouais. et rugby. Je crois que ça devait pas trop le passionner. Alors j'ai une petite question pour vous. Jusqu'à présent, il y a eu 5 Real Madrid, Paris Saint-Germain, donc 5 confrontations dans l'histoire entre les deux Ouais. clubs. Est-ce que vous pouvez me dire qui sont les 2 meilleurs buteurs parisiens face au Real de Madrid? Ils sont 2 ex-aequo avec 2 buts. Sûrement George Weah. Il est là, il y en a un déjà. Et le deuxième. Ginola. Ouais, c'est gagné. Très bien. Oh, bon, ok. C'était peut-être plus facile que ce que je pensais alors. Il est content. Il est content, il nous a mis cette jingle. Oh, allez, deuxième question. Ok, celle-là, elle devrait être un peu plus compliquée. Combien de buts Cristiano Ronaldo a-t-il inscrit en Ligue des Champions face à des clubs français alors qu'il jouait au Real de Madrid? Donc depuis 2009. Allez, une petite fourchette, vous me dites un truc chacun. Lucas? Je vais dire 3. Mathieu? Moi je vais dire
5. Maxime 5. Ok, donc vous êtes tous trompés, c'est plus. On fait un petit tour ou je vous donne la réponse? Allez, la réponse c'est 9. Est-ce que vous pouvez me dire 9 buts contre des clubs français depuis qu'il est à Madrid, donc depuis 2009? Oui, bien sûr, contre Lyon et tout. Contre Ouais. Marseille. Ouais, Lyon-Marseille, alors... Auxerre. exactement. Ah, Là, je voulais vous demander les 3 clubs contre lesquels il avait marqué. Allez, je vais vous les donner. C'est 4 buts contre Marseille, 1 but contre Auxerre en 2010. Ils avaient gagné 4-0. Il y avait un triplé de Benzema. Et après, 4 buts contre Lyon. Bon, alors, je pensais que ça serait un peu plus compliqué. Oui, je suis un peu déçu. Je vais vous poser ma dernière question. Celle-là, peut-être celle-là, elle est compliquée. Bon, on en a beaucoup parlé à l'occasion, au moment du tirage au sort, tout ça. Vous savez, il y a eu le fameux match à 18 mars 1993, tout ça, vous savez. Ouais, bien Paris sûr. avait perdu 3-1 Quel à match l'aller. Quel match. Ils avaient gagné 4-1 4-1 au retour. Bon, je vous demande pas le nom du dernier. Grâce au casque d'or. Le fameux Antoine Comboiré. Ok, ça me va. Est-ce que vous pouvez me donner les noms des autres buteurs? Ouais, il y a Ginola, Ginola. George Weah. Ouais. Et le troisième qui m'échappe. Le troisième, Non, c'est. je pensais à Bravo, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Ça, non, c'est pas Bravo. C'est pas Ça y ressemble un peu. Ça y ressemble. Un français? Ah non, il est pas français, non. Ça doit plutôt être du Brésil, ça, je pense. Hein. Oula, alors là, gros trou. Tu nous poses une colle, là. Le Ah, premier, je suis bien le content. premier c'est George Weah. Alors, Georges Weah, Ouais, 33e, Ginola à 81e. Ensuite, l'autre, 89. Et Antoine à la 96e. Un Brésilien. Ah, je crois qu'il est brésilien. Hein. Il a un nom, il a un bon nom qui sonne bien brésilien. Donc, Oula, alors là. allez, il a presque le même nom qu'un joueur brésilien qui a été Ballon d'Or et qui jouait à Barcelone. Oh, d'accord, mais j'ai plus le nom en tête. T'as vu son nom? Non, mais ça. Je l'ai vu dans une dernière équipe. Il a mis un terme à sa carrière très récemment. Il joue avec son fils au Brésil. Oui. Marco Serra. Non. C'est pas... Alex quelque chose. Oh. Non, c'est Rivaldo. Ah, c'est Ah, Rivaldo. Et Valdo, vous connaissez Valdo? Ah, Valdo, Ah, bien Valdo. sûr, ouais. Voilà. Valdo avec un magnifique crochet d'ailleurs, on s'en souvient très bien. Ah oui? Ouais, magnifique crochet et une belle petite frappe. Ah, pour terminer. Il a trouvé. Il se passe des sauts. Ah, je vais vous poser une dernière question alors. Ce sera encore peut-être plus compliqué pour vous parce que là, j'ai trouvé que c'était un peu trop simple. Le buteur madrilène. Le buteur madrilène, c'était sur une passe de l'actuel entraîneur de Marseille, Michel, sur un Ouais. coup franc de Michel. Et le buteur, Ah, vous séchez? ouais, Petit indice ou pas? allez, Chilien? euh, Ah, il y en a pas 200 des. Sanchez. Sanchez. Non. Non, attaquant chilien. Des années 90, 2000. Balèze à la Coupe du Monde 98 avec Marcelo Salas. Ouais. Non, ça vous parle pas. Zamorano. D'accord. Ah, j'aurais au moins réussi à vous poser une question un petit peu Ouais, compliquée. on s'est fait un peu piéger sur Ah, un petit peu, ouais. toutes les questions. Ouais. Ouais, fallait bien. Bon, juste pour finir, quand même un petit pronostic pour Real Madrid, Paris Saint-Germain. Petit tour de table. Un score, hein, bien sûr. Hein. Lucas. Allez, on va y croire. On va être dire un optimiste. petit 2-1 pour Paris. Mathieu. Moi, je vais dire 3-1 pour le Real. 1-0 au Real. Donc il y a que des traîtres. C'est tout à fait ça. Pas de traite, des pragmatiques. Thibaut, un petit pronostic. Petit pronostic. On sait que ton cœur balance pour le Real, mais Donc le bon vieux un partout du coup. Qui va avantager le Paris Saint-Germain. Comme ça, voilà. Un but de Cristiano et un but de Zlatan. Parce que j'aimerais bien que Zlatan fasse un bon match contre une grosse équipe pour faire taire un peu les exactement. Ouais. les rageux. Les sceptiques, exactement. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à toi, c'était Thibaut. très sympa Merci pour à cette toi, petite Thibaut. reprise. Puis on se retrouvera peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour un nouveau temps additionnel. Allez, ciao tout le monde. Merci de nous avoir Salut. suivis. À bientôt. À tous. Salut.